plein rendez-vous galant avec ta sœur. Dès l'aube, 2 gendarmes frappaient à ma porte d'entrée en m'appelant par mon nom. Je me tenais là en chaussettes, la porte moustiquaire grinçant sur ses gonds fatigués, fixant ces 2 uniformes sur mon perron comme s'ils étaient un mauvais rêve qui n'avait pas encore fini de prendre forme. L'adjudant plus grand, tenant déjà un porte-bloc comme s'il connaissait déjà la réponse, a demandé si j'étais bien monsieur Jean-Luc Girard. « C'est moi », ai-je dit. Ma voix était assurée, mais j'avais la poitrine serrée. Ce genre d'oppression qu'on ressent quand on est en haut d'une échelle et qu'on réalise soudain que le courant n'est pas coupé après tout. « Monsieur, nous devons vous poser quelques questions. » Derrière eux, l'allée de gravier a crissé sous le passage d'une autre voiture. J'ai aperçu le léger mouvement des rideaux de Madame Mercier, de l'autre côté de la rue. Dans une petite commune juste à la sortie de Lyon, rien ne se propage plus vite qu'une histoire qui commence par une estafette de gendarmerie. À ce moment-là, debout dans mon vieux t-shirt du syndicat des électriciens, le café refroidissant encore sur le comptoir derrière moi, j'ai réalisé que ma vie venait de basculer à nouveau. Et pas dans le bon sens. Mais pour comprendre comment j'en étais arrivé là, il faut revenir environ 12 heures en arrière. Mardi soir, 19h43. J'étais assis à la table de ma cuisine, additionnant des factures comme je le faisais toujours le mardi. Une vieille habitude de mes années d'électricien. Quand on travaille 30 ans avec des fils sous tension, on apprend à tout vérifier 2 fois. Les chiffres, les dates, les gens. La radio était basse, branchée sur une de ces stations de nostalgie qui passent les mêmes chansons de rock chaque soir. Et d'une certaine manière, c'est réconfortant quand on a 56 ans et qu'on est divorcé. C'est là que mon téléphone a vibré. Jean-Luc, il faut qu'on parle de toute urgence. 8 mots. Il n'en a pas fallu plus pour que ma mâchoire se crispe. Isabelle, mon ex-femme avec qui j'avais passé 27 ans. Une femme capable de vendre un sous-sol à moitié inondé comme un espace, cosy avec du caractère, et de vous convaincre que l'idée venait de vous. Nous étions divorcés depuis exactement 1 an, le jugement ayant été finalisé par un mercredi matin gris au tribunal de grande instance. Elle était repartie avec le SUV le plus récent, la moitié de ma retraite, et une expression sur le visage comme si elle venait de gagner quelque chose d'important. J'ai fixé l'écran. Je savais qu'il ne fallait pas répondre. Maître Sophie, mon avocate, me l'avait martelé pendant des mois, n'engagez pas la conversation. Ne l'alimentez pas. Mais la fierté est une chose étrange à cet âge. On pense qu'on a passé l'âge, mais ce n'est pas le cas. J'ai tapé en retour, une autre fois. Je suis en rendez-vous avec ta sœur. J'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir trop réfléchir. Était-ce mesquin? Oui. Est-ce que ça m'a fait du bien pendant environ 5 secondes? Également oui, car la vérité était que j'étais sur le point de sortir. Sylvie m'attendait à l'auberge du Relais, juste à la sortie de l'autoroute, celle avec la porte d'entrée qui couine et un coin boutique rempli de produits régionaux dont personne n'a vraiment besoin. Sylvie était la sœur cadette d'Isabelle, de 3 ans sa Benjamine. 49 ans, les cheveux bruns attachés, des yeux qui ne toléraient pas les bêtises. C'était le genre de femme qui écoutait plus qu'elle ne parlait. Ce n'était pas un rendez-vous par vengeance. C'est important de le préciser. Sylvie m'avait contacté discrètement quelques mois après le divorce. Un simple message, tu ne méritais pas que ça se termine comme ça. Nous avons commencé par un café, puis un autre, puis un dîner. 2 personnes comparant leurs notes sur la même tempête. Quand je suis entré, l'odeur de café brûlé et de plat du jour m'a frappé comme toujours. Sylvie était déjà installée dans un box, les mains entourant une tasse. « Tu as l'air tendu », a-t-elle dit alors que je m'asseyais en face d'elle. « Longue journée », ai-je répondu. « Toujours la même chose. » Elle a souri un peu. « Isabelle ?» J'ai hoché la tête. « Elle m'a envoyé un message à moi aussi », a dit Sylvie. « Quelque chose à propos du fait que tu perdais les pédales. » J'ai ricané. C'est drôle comme les choses deviennent urgentes quand elles ne sont plus sous contrôle. Nous avons commandé une blanquette de veau et de l'eau pétillante. Le cliquetis des couverts, le brouhaha des autres conversations. Des familles, des routiers, des retraités tuant le temps. Une vie normale, le genre de normalité que j'essayais de reconstruire. Sylvie a ri de quelque chose que j'ai dit, un vrai rire, et pendant un moment, j'ai totalement oublié Isabelle. C'était le dernier moment de paix que j'allais avoir avant un moment.
Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, mon téléphone était illuminé comme un sapin de Noël. Des appels manqués, des numéros inconnus, un message vocal que je n'ai pas écouté. J'ai éteint le téléphone et je suis quand même allé me coucher. C'était ma deuxième erreur. Mercredi matin, 6h18. Le coup à la porte était ferme, pas agressif, mais assuré. J'ai su tout de suite que ce n'était pas un voisin. J'ai enfilé un jean, glissé mes pieds dans mes chaussettes et j'ai ouvert. 2 gendarmes en uniforme, un plus âgé, un plus jeune. Le plus âgé sentait légèrement l'après-rasage et l'air froid. « Adjudant Morel », a-t-il dit. « Oui, monsieur. Nous sommes ici suite à une plainte déposée hier soir. » Mon estomac s'est noué. Ils ne m'ont rien reproché ouvertement. Ils n'avaient pas besoin de le faire. Des mots comme harcèlement et contact non sollicité flottaient dans l'air comme des grains de poussière. « Nous avons juste besoin de votre version des faits », a dit le plus jeune gendarme. J'ai hoché la tête, essayant de garder une voix égale. J'ai répondu à leurs questions sur les messages, sur ma relation avec mon ex-femme, sur Sylvie. Je sentais le sol se dérober sous mes pieds. Après quelques minutes, ils m'ont remercié et se sont tournés pour partir. Alors qu'ils retournaient à leur véhicule, le rideau de Madame Mercier a encore bougé. C'est là que j'ai compris. Il ne s'agissait pas de mettre les choses au clair. Il ne s'agissait pas de discuter. C'était une question de pression. Et quelque part entre mon message provocateur et ce coup à la porte, Isabelle avait décidé de me rappeler qu'elle pouvait encore entrer dans ma vie et la secouer violemment. Je suis resté là, sur le seuil, bien après le départ des gendarmes, pensant à une seule chose encore et encore, qu'est-ce qu'elle leur avait dit exactement? Et pourquoi maintenant? Je n'ai pas pu me rendormir après le départ des gendarmes. Je me tenais devant l'évier de la cuisine, fixant le givre qui s'accrochait au bord de mon allée, écoutant le vieux réfrigérateur se mettre en marche et s'arrêter comme s'il réfléchissait trop à sa tâche. Mon café était devenu froid, mais je l'ai bu quand même. À mon âge, on apprend à ne rien gaspiller. À 8 heures, j'ai rallumé mon téléphone. 3 nouveaux messages d'Isabelle. Je ne les ai pas ouverts. À la place, j'ai appelé Marcel Roux. Marcel et moi avions travaillé côte à côte pendant près de 20 ans à tirer des câbles dans des usines, des écoles, des hôpitaux, partout où l'on avait besoin d'électricité et où l'on ne craignait pas de payer les tarifs syndicaux. Il avait pris sa retraite 1 an avant moi et semblait avoir rajeuni de 10 ans pour cela. Il a décroché à la 2e sonnerie. « Jean-Luc » a-t-il dit, « tu as une voix d'outre-tombe. Tu as 1 minute ? Pour toi, toujours. » Je lui ai parlé des gendarmes, de la plainte, d'Isabelle. Il y a eu un silence au bout du fil, le genre de silence où l'on entend presque les engrenages tourner. « Tu as un avocat ? » a demandé Marcel. J'en avais une pour le divorce. Je ne lui ai pas parlé depuis des mois. Il t'en faut une maintenant, a-t-il dit. Et pas un de ces clowns qu'on voit sur les panneaux publicitaires. Il te faut quelqu'un qui sait comment les embrouilles de petites villes fonctionnent réellement. Il m'a donné un nom, Maître Sophie Valade. Elle est percutante, a dit Marcel. Elle ne s'effraie pas facilement et elle ne laisse personne bluffer. C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. Le cabinet de Maître Valade se trouvait entre un salon d'esthétique fermé et un pressing qui sentait toujours l'amidon et le vieux parfum. La plaque sur la porte était simple. Pas de slogan, pas de photo de stock souriante. À l'intérieur, c'était calme, avec le léger ronronnement d'un photocopieur au fond et une odeur de papier et de café brûlé. Sophie elle-même approchait de la 50aine, les cheveux tirés en arrière, ses lunettes de lecture perchées sur la tête. Elle ne m'a pas bousculé. Elle ne m'a pas offert de platitude. Elle a écouté. Je lui ai tout raconté, le message, le rendez-vous, les gendarmes. J'ai fait glisser mon téléphone sur le bureau quand elle me l'a demandé. Elle a lu le message d'Isabelle 2 fois. Puis elle s'est penchée en arrière et a dit, « Ce n'est pas une question de sentiment. » J'ai cligné des yeux. « Pardon ? » Ceci, a-t-elle dit en tapotant l'écran, c'est de la pression. Elle est en train de se constituer un dossier. Elle veut vous faire réagir. Des SMS de colère, des appels défensifs, n'importe quoi qu'elle puisse montrer du doigt en disant « Regardez ». Mes mains se sont crispées sur mes genoux. Je détestais le fait qu'elle ait raison. Elle a demandé à parler, ai-je dit. Elle a dit que c'était urgent.
Sophie a eu un petit rire bref, ni méchant, ni amusé. Ils disent toujours ça quand ils ont besoin d'une signature. Cela m'a coupé net. Elle s'est penchée en avant. Jean-Luc, est-ce qu'Isabelle vous a demandé un service récemment? Quelque chose en rapport avec de la paperasse? J'ai réfléchi. J'ai vraiment réfléchi. Une semaine plus tôt, elle avait laissé un message vocal. Une voix douce, presque amicale. Et, j'ai juste besoin de régler un détail datant de quand nous étions mariés. Ça devrait être rapide. Je ne l'avais pas rappelé. Je crois que oui, ai-je dit lentement. Sophie a hoché la tête comme si elle s'y attendait. Nous y voilà. Elle a énoncé les règles comme une liste de contrôle. Plus aucun contact direct. Tout passe par moi. Vous ne vous expliquez devant personne. Ni les voisins, ni sur Facebook, ni auprès de la famille. Vous documentez tout. Vous restez ennuyeux. L'ennui gagne. J'ai hoché la tête, bien que chaque instinct en moi veuille faire le contraire. Puis mon téléphone a sonné. Chloé, ma fille. J'ai hésité avant de répondre, mais Sophie m'a fait signe de prendre l'appel. Papa? A dit Chloé, sa voix était tendue. Est-ce que ça va? Je vais bien, ai-je dit. Pourquoi? Tante Isabelle a posté quelque chose de bizarre sur le fait qu'elle avait peur, qu'elle devait se protéger. Les gens commentent. J'avais mal à la poitrine. C'était exactement ce que j'avais espéré éviter. Je m'en occupe, ai-je dit. Je te le promets. Après avoir raccroché, je suis resté assis là à fixer le mur. Sophie m'observait attentivement. C'est la partie qui fait mal, a-t-elle dit. Quand ça commence à déborder sur la vie de vos enfants. J'ai hoché la tête. Elle sait exactement où frapper. Sophie a sorti un dossier du tiroir de son bureau. Voilà ce que je pense qu'il se passe, a-t-elle dit. Votre ex est dans le pétrin. De gros ennuis. Et elle a besoin que votre nom soit attaché à quelque chose pour s'en sortir. Quel genre d'ennui? Financier, a dit Sophie. Peut-être judiciaire. Je vais commencer à éplucher les registres, mais le timing correspond trop bien. J'ai expiré lentement. Ainsi, cette conversation urgente n'avait jamais porté sur une quelconque réconciliation. Sophie a terminé ma pensée, c'était une question de consentement. J'ai pensé à Sylvie, à l'air fatigué dans ses yeux le soir précédent. Sur le chemin du retour, elle m'a appelé. Elle appelle tout le monde, Jean-Luc, a dit Sylvie. Elle dit que tu es instable, que tu essaies de lui faire du mal. J'ai serré le volant. La fissure familière sur le tableau de bord accrochait la lumière du soleil de la mauvaise façon. Je suis désolé, ai-je dit. Je n'ai jamais voulu que tu sois entraîné là-dedans. Il y a eu une pause. Jean-Luc, a-t-elle dit doucement. Elle a peur. Je ne l'ai jamais entendu comme ça. Cela aurait dû me réconforter. Au lieu de cela, ça m'a donné la chair de poule. Ce soir-là, Sophie m'a envoyé un email d'une seule phrase, elle va passer à la vitesse supérieure. J'ai fixé l'écran, la radio murmurant en arrière-plan, et j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas encore totalement accepté. Isabelle n'en avait pas fini avec moi. Elle ne faisait que commencer. Le jeudi matin, la rumeur avait pris de l'ampleur. Je l'ai senti avant de le voir. Quand on vit assez longtemps dans un endroit comme le nôtre, on développe un sens pour savoir quand l'air change. C'est dans la façon dont les gens marquent une pause d'une demi-seconde trop longue avant de parler. C'est dans la façon dont les sourires ne montent plus jusqu'aux yeux. Je me suis garé sur le parking pour mon premier contrôle de la journée, un petit pavillon en périphérie, et je suis resté assis dans mon utilitaire un moment, les mains posées sur le volant. La radio était basse, une émission de débat sur des choses qui ne me concernaient pas. Je l'ai éteinte. Mon téléphone a vibré. Une notification par email, inspection annulée. Pas d'explication, juste annulée. J'ai froncé les sourcils et vérifié mon calendrier. C'était 500 € de perdu. Pas de la petite monnaie, c'était l'argent des courses, l'argent des factures, l'argent de la tranquillité d'esprit. J'ai fait défiler l'écran. Et là, c'était là. Un tout nouvel avis d'une étoile. Non professionnel. M'a mis mal à l'aise. Je ne recommande pas.
Mon nom n'était pas calomnié ouvertement. C'était la partie habile. Juste assez de boue pour que les gens se posent des questions. Ma poitrine s'est serrée, une sensation brûlante et vive. Je pouvais pratiquement entendre la voix d'Isabelle dans ma tête, je n'ai jamais dit que c'était toi, Jean-Luc. Je voulais riposter. Appeler le client. Poster ma version des faits. M'expliquer. Au lieu de cela, j'ai appelé Sophie. Ne touchez à rien, a-t-elle dit immédiatement. Faites une capture d'écran. Enregistrez l'horodatage. C'est tout. Ça me coûte du travail, ai-je aboyé. Je sais, a-t-elle dit, calme comme toujours. Et c'est exactement pour ça que vous ne devez pas réagir. C'est un appât. J'ai raccroché et je suis resté assis là plus longtemps que j'aurais dû. Quand je suis enfin sorti du véhicule, j'ai remarqué autre chose. Le voisin d'en face, un homme âgé qui lavait sa voiture, a levé les yeux, m'a vu et a détourné le regard. Celui-là a fait plus mal que la vie sur Internet. À l'heure du déjeuner, j'avais perdu 2 autres rendez-vous. J'ai fini par échouer dans une petite brasserie où j'allais depuis mes jours d'apprentissage. Les mêmes banquettes en sky craquelées, la même odeur de pain grillé. La serveuse, Linda, a versé mon café sans demander, puis a hésité. « Ça va, Jean-Luc » a-t-elle demandé. J'ai levé les yeux. Pourquoi? Elle s'est dandinée d'un pied sur l'autre. Les gens parlent, c'est tout. Nous y étions. J'ai forcé un sourire. Je vais bien. Elle a hoché la tête, mais ce n'était pas convaincant. J'ai fixé mon café, regardant la vapeur tourbillonner, et j'ai pensé à la vitesse à laquelle une réputation peut se défaire. J'avais passé des décennies à construire la mienne, à arriver à l'heure, à réparer ce que j'avais dit que je réparerais, à serrer des mains en étant sincère. Et maintenant, elle me glissait entre les doigts parce que quelqu'un avait décidé de chuchoter au lieu de parler. Cet après-mercredi, Sylvie a appelé. Sa voix semblait étranglée. Elle raconte partout que tu la harcèles. J'ai ri une fois, un rire sec et sans humour. C'est drôle, étant donné que c'est elle qui est en train de bousiller ma vie. Il y a eu une pause. Puis Sylvie a dit quelque chose qui m'a pris au dépourvu. Jean-Luc, comment semble-t-elle savoir où tu te trouves? Elle a mentionné la brasserie, le contrôle de ce matin. J'ai senti une lueur de doute s'allumer dans ma poitrine. Ce n'était pas juste. Je le savais, mais le doute ne se soucie pas de la justice. Sylvie, ai-je dit avec précaution, est-ce que tu lui parles? Silence. Trop long. Mon estomac s'est noué. Je ne voulais pas. A-t-elle commencé avant de s'interrompre? Je te jure, Jean-Luc, je ne lui donne rien. Elle a toujours accès aux anciens groupes de discussion. La famille, les amis. Elle pose des questions comme si elle était inquiète. J'ai fermé les yeux et j'ai expiré. La honte me brûlait les joues. Je suis désolé, ai-je dit. Je n'aurais pas dû poser la question comme ça. Je comprends, a-t-elle dit doucement. Elle fait en sorte que tout le monde doute de soi. Ce soir-là, Sophie m'a appelé elle-même. J'ai consulté votre dossier de solvabilité, a-t-elle dit. Jean-Luc, il y a un compte ici que vous n'avez pas ouvert. Mon cœur a raté un battement. Quel genre de compte? Une ligne de crédit, a-t-elle précisé. Récente, substantielle. J'ai serré le bord du comptoir de la cuisine, le stratifié froid sous mes doigts. Je n'ai rien signé, ai-je dit. Je sais, a répondu Sophie. C'est pour ça qu'il faut qu'on se voie demain. J'ai raccroché et je suis resté planté là dans la maison silencieuse, le ronronnement du réfrigérateur devenant soudainement assourdissant. J'ai repensé à toutes les fois où Isabelle m'avait tendu des papiers tard le soir. Signe là, chérie. Je m'en occupe. J'étais fatigué à l'époque. J'avais confiance en elle. Maintenant, je me demandais combien de fils sous tension elle m'avait laissé derrière les murs. Sophie n'a pas perdu de temps pour entrer dans le vif du sujet. Elle a étalé les documents sur son bureau le lendemain matin comme un mécanicien disposant des pièces cassées. Jean-Luc, a-t-elle dit en tapotant une page, cette ligne de crédit a été ouverte il y a 3 mois. Elle est liée à une SARL dans laquelle votre ex-femme était impliquée, et elle est rattachée à votre nom. J'ai fixé les chiffres. Ils ne semblaient pas réels.
On aurait dit le problème de quelqu'un d'autre jusqu'à ce que je voie ma propre signature au bas d'un document numérisé, ou du moins quelque chose qui y ressemblait. Ce n'est pas mon écriture, ai-je dit. Je sais, a répondu Sophie. Mais c'est assez proche pour soulever des questions. Assez proche pour rassurer les prêteurs. Assez proche pour vous faire peur. Mes mains se sont mises à trembler. C'étaient les mêmes mains qui dénudaient autrefois l'isolant sans entamer le cuivre. Les mêmes mains qui ne tremblaient jamais sur une échelle. Maintenant, elles semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. Elle a utilisé une vieille autorisation, a continué Sophie. Quelque chose datant de votre mariage, un document qui lui donnait un pouvoir limité pour agir en votre nom. Il aurait dû expirer, mais elle s'est appuyée dessus quand même. J'ai dégluti avec difficulté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle vous a traité comme un groupe électrogène de secours, a dit Sophie. Quelque chose qu'elle pouvait enclencher quand son alimentation principale tombait en panne. Les mots ont résonné lourdement. J'ai conduit jusqu'à chez moi en silence, la radio éteinte à chaque kilomètre, ce qui me laissait plus de temps pour réfléchir à mon aveuglement. Le garage sentait la poussière et l'huile de moteur. J'ai descendu des cartons des étagères, de vieux dossiers fiscaux, des manuels d'appareils électroménagers, des classeurs qu'Isabelle avait étiquetés de son écriture soignée et penchée. J'ai éternué alors qu'un nuage de poussière s'élevait. Mes yeux brûlaient. Au fond d'un carton, je l'ai trouvé. Un dossier mince avec l'entête du cabinet de courtage d'Isabelle. À l'intérieur se trouvaient des copies d'anciens actes, des relevés de prêts et un formulaire d'autorisation délavé que je me souvenais à peine avoir signé il y a des années, après une garde de 16 heures. Juste au cas où, avait-elle dit à l'époque. Je me suis assis sur le sol en béton froid et j'ai ri doucement, le son sonnant creux à mes propres oreilles. Ce soir-là, Sylvie est venue. Elle s'est tenue sur le seuil, hésitante, comme si elle ne voulait pas franchir une ligne invisible. Elle m'a encore appelé, a dit Sylvie. Elle m'a demandé de signer quelque chose. Elle a dit que ça arrangerait tout. Mon estomac s'est retourné. Est-ce que tu l'as fait? Ai-je demandé. Non, a-t-elle dit fermement. Je lui ai dit non. Et elle m'a dit que j'étais en train de choisir mon camp. J'ai hoché la tête lentement. Tu n'as pas choisi de camp. C'est elle qui l'a fait. Les épaules de Sylvie se sont affaissées, un sentiment de soulagement envahissant son visage. Je suis fatigué, Jean-Luc. Moi aussi, ai-je dit. Le lendemain, Sophie a exposé le plan. Pas d'embuscade, a-t-elle dit. Pas de menaces, pas de cris. Nous allons laisser parler les documents. Elle m'a expliqué l'étape par étape, les citations à comparaître, les demandes de dossiers, les chronologies, les dates et les signatures empilées comme des briques. Elle a un événement la semaine prochaine, a dit Sophie. Un déjeuner de la Chambre de commerce et d'industrie. Elle doit y parler d'éthique dans l'immobilier. J'ai ricané. Ça ne s'invente pas. Sophie a eu un mince sourire. C'est là que nous mettons fin à tout ça. J'ai senti un nœud se serrer dans ma poitrine. En public? De façon légale et devant témoins, a-t-elle corrigé. J'ai pensé à mes voisins, à ma fille, au regard que je recevais depuis une semaine. On le fait, ai-je dit. Cette nuit-là, je suis resté allongé dans mon lit à fixer le plafond, écoutant la maison travailler. Chaque craquement semblait être une question. Je ne cherchais plus à me venger. Je cherchais à récupérer mon nom. Le parking était déjà à moitié plein quand je suis arrivé. Une salle de réception d'hôtel en bordure d'autoroute, des murs beiges, de grandes portes vitrées, une bannière à l'entrée indiquant « Déjeuner de la CCI, construire la confiance dans notre communauté ». Je suis resté dans mon utilitaire plus longtemps que nécessaire. Les mains sur le volant, le moteur tournant au ralenti. La fissure familière sur le tableau de bord accrochait la lumière du soleil. La même fissure que je regardais chaque jour depuis des années. J'ai pensé à faire demi-tour. J'ai pensé à quel point ce serait paisible de simplement rentrer chez moi et de laisser Sophie gérer tout ça sans moi. Mais ce n'était pas ainsi que cela devait se terminer. J'ai coupé le moteur. À l'intérieur, l'endroit sentait le poulet trop cuit et le café insipide. Des tables rondes recouvertes de nappes blanches, des badges, des rires polis qui s'arrêtaient un peu trop vite quand les gens me reconnaissaient. J'ai gardé la tête haute. Sophie était déjà là, debout près du fond,
un dossier en cuir sous le bras. Elle m'a adressé un petit signe de tête. Calme, stable. Vous êtes prêt? A-t-elle demandé doucement. Non, ai-je dit, mais faisons-le quand même. Isabelle était à l'autre bout de la pièce. Elle présentait bien. Elle présentait toujours bien quand il y avait un public. Coiffure parfaite, sourire pratiqué, arpentant la salle comme si elle en était la propriétaire. Quand elle m'a vu, son sourire a vacillé juste une seconde. Puis il est revenu, plus tranchant. Elle a détourné le regard. Nous avons pris place près de l'allée. Je pouvais entendre des chuchotements circuler dans la salle. C'est lui, j'entendais. Elle a l'air nerveuse aujourd'hui. Le président de la chambre est monté au pupitre et s'est raclé la gorge. Un micro a crépité doucement. Il a remercié les sponsors, a fait des blagues qui ont reçu un accueil poli. Puis il a présenté Isabelle, un exemple d'intégrité dans l'immobilier local, a-t-il dit. J'ai senti quelque chose se tordre dans ma poitrine. Isabelle s'est avancée, les mains posées avec assurance sur le pupitre. Elle a commencé à parler de confiance, de transparence, de faire les choses de la bonne manière. Chaque mot me semblait être du sable entre les dents. Sophie s'est penchée vers moi. Attendez, a-t-elle chuchoté. Isabelle était au milieu d'une phrase quand Sophie s'est levée. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'a pas interrompu. Elle a attendu une pause. Puis elle a dit, d'un ton clair et professionnel, « Excusez-moi, je suis maître Sophie Valade. J'ai des documents qui doivent être formellement présentés. » Le silence s'est fait dans la salle. Des papiers ont bruissé, des chaises ont bougé. Isabelle s'est figée. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-elle demandé, la voix serrée. Sophie s'est avancée et a posé le dossier sur le pupitre. Une page, puis une autre. Des dates, des signatures, des chronologies. Ces documents montrent que le nom de M. Jean-Luc Girard a été utilisé sans son consentement éclairé pour obtenir un financement lié à une SARL associée à Madame Girard, a déclaré Sophie avec calme. Des murmures ont parcouru l'assistance. Le visage d'Isabelle s'est vidé de ses couleurs. C'est du harcèlement, a-t-elle lancé. Il est obsédé. Sylvie s'est levée. Sa voix tremblait, mais elle n'est pas rassaise. Elle m'a demandé de signer de faux documents, moi aussi, a dit Sylvie. J'ai refusé. Et c'est alors qu'elle s'est retournée contre nous deux. Le silence était pesant maintenant. Un des courtiers près du devant s'est penché pour scruter les documents. Puis un autre. Un homme que j'ai reconnu, un gros investisseur à la voix forte, s'est levé brusquement. Si c'est exact, a-t-il dit, je me retire. Immédiatement. C'était fini. C'était le bruit du sol qui se dérobait sous ses pieds. Isabelle a ouvert la bouche puis l'a refermée. Ses mains tremblaient sur le pupitre. Pas de larmes cette fois, juste de la panique. Je me suis levé. Je n'ai pas dit grand-chose. Je n'en avais pas besoin. Je veux juste récupérer mon nom, ai-je dit. C'était suffisant. Dehors, l'air était vif et froid, le genre d'air qui pique l'intérieur du nez et rend tout trop réel. Les gens sortaient de la salle de réception en petits groupes, faisant semblant d'avoir un rendez-vous urgent ailleurs. Personne ne voulait être surpris près d'un incendie une fois qu'il avait réalisé qu'il brûlait. Sophie marchait à mes côtés, ses talons claquant sur le trottoir, son dossier calé sous le bras comme s'il ne pesait rien. Sylvie suivait à quelques pas derrière, les bras croisés étroitement sur sa poitrine. J'étais arrivé à mi-chemin de mon véhicule quand la voix d'Isabelle a déchiré l'air. Jean-Luc. Je ne me suis pas retourné tout de suite. Je ne le voulais pas. Je voulais continuer à marcher, continuer à respirer, garder mes mains stables sur mes clés comme si rien ne pouvait plus m'atteindre. Mais les vieilles habitudes ont la vie dure. Je me suis tourné. Isabelle est sortie précipitamment, ses talons glissant légèrement sur le béton. Son visage était crispé, rouge d'humiliation et de colère. Le masque poli de l'agent immobilier avait disparu. C'était l'Isabelle dont je me souvenais des pires nuits de notre mariage. Les yeux brillants de fureur, la bouche déjà prête à formuler la prochaine accusation. « Comment oses-tu » a-t-elle sifflé. « Tu es venu là pour me détruire. » Sophie s'est avancée calmement. « Madame Girard,
toute communication ultérieure avec Monsieur Girard passera par mon cabinet. Isabelle l'a ignoré. Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu viens de faire? A-t-elle hurlé contre moi. Tu m'as humilié devant tout le monde. Tu as toujours eu besoin de jouer la victime. J'ai laissé échapper un lent soupir. Mon cœur battait toujours la chamade, mais ce n'était plus de la panique. C'était quelque chose de plus stable, comme le courant qui revient après une tempête. Tu as fait ça toute seule, ai-je dit doucement. Les yeux d'Isabelle se sont tournés vers Sylvie. Et toi? A-t-elle craché. Après tout ce que j'ai fait pour toi. La voix de Sylvie était basse, presque triste. Tu n'as pas fait les choses pour moi, Isabelle. Tu les as faites pour pouvoir t'en servir contre moi. Pendant une seconde, Isabelle a semblé sur le point de pleurer. Puis son visage s'est durci à nouveau. Ce n'est pas fini, a-t-elle dit en me pointant du doigt. Tu crois que ton petit tour de passe-passe avec la paperasse règle tout? Tu vas le regretter. Sophie n'a pas scié. Les menaces sont notées, a-t-elle dit en sortant son téléphone. Voudriez-vous répéter cela pour l'enregistrement? La bouche d'Isabelle s'est ouverte, puis s'est refermée. Elle a reculé d'un demi-pas. Derrière elle, au loin, quelqu'un a ri maladroitement, un rire trop fort, trop forcé. Isabelle s'est détournée et s'est éloignée à grands pas vers le parking. Je suis resté là, à la regarder partir, mon souffle formant de petits nuages blancs. Mes mains étaient froides, mais elles ne tremblaient plus. Sylvie s'est approchée de moi. Ça va? A-t-elle demandé. J'ai fixé mon utilitaire un moment. Je ne sais pas encore ce que je ressens. C'était la vérité. Je n'étais pas en train de célébrer. Pas vraiment. Je n'étais pas le genre d'homme à sabrer le champagne ou à organiser une fête. J'étais un homme qui avait passé la majeure partie de sa vie à s'assurer que les lumières restaient allumées même quand le bâtiment tombait en ruine. Mais alors que je montais dans mon camion, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, du soulagement. Les semaines suivantes n'ont pas été simples. Les gens aiment penser que les histoires de vengeance se terminent au moment où le méchant est démasqué, mais la vraie vie, ce n'est pas un film. C'est de la paperasse, des appels téléphoniques et de l'attente. Sophie a déposé des contestations, envoyé des lettres recommandées, passé des appels qui se terminaient par de longs silences à l'autre bout du fil. J'ai dû expliquer les choses plus de fois que je ne l'aurais voulu. Pas en ligne, pas publiquement, mais discrètement au téléphone avec des créanciers, avec des clients, avec quelques vieux amis qui méritaient la vérité. Certaines personnes m'ont cru tout de suite. D'autres non. Et cela a fait mal. Mais lentement, la tendance s'est inversée. Un client qui avait annulé a rappelé. Des excuses maladroites, je suppose que je n'aurais pas dû écouter ce qui se disait sur Facebook. Un nouvel avis est apparu, Jean-Luc est honnête. Il a repéré une fissure dans les fondations que le vendeur essayait de cacher. Il nous a évité de perdre des milliers d'euros. Je l'ai lu 2 fois. Puis je me suis assis dans ma cuisine et j'ai laissé mes épaules s'abaisser. Un après-midi, Chloé a rappelé. Papa, a-t-elle dit, les gens sont en train de changer de discours. Tante Isabelle ne dit plus rien. J'ai souri doucement. C'est bien. Il y a eu une pause. Je suis fier de toi, a dit Chloé. Tu n'as pas perdu ton sang-froid. J'ai dégluti avec peine. J'en étais proche. Oui, a-t-elle dit, mais tu ne l'as pas fait. Après cet appel, je suis resté assis un long moment en silence, écoutant la maison se tasser, réalisant à quel point j'avais eu besoin d'entendre ces mots. Sylvie et moi avons gardé les choses simples. Pas de grandes déclarations, pas de romances dramatiques, juste des cafés, des dîners, un soutien tranquille. Un soir de pluie, nous étions assis dans la même brasserie où j'avais déjeuné au pire moment des rumeurs. La pluie tapotait la vitre en un rythme régulier. L'odeur du café frais remplissait l'air. Sylvie remuait sa tasse lentement. « Est-ce que tu regrettes de lui avoir envoyé ce message ?» a-t-elle demandé en souriant à moitié. J'ai rigolé. J'y pense à chaque fois. Mais elle a insisté. Ça a été l'étincelle, ai-je admis. Ça lui a montré qu'elle ne pouvait plus me contrôler. Sylvie a hoché la tête. Et ça m'a montré que je n'avais plus à avoir peur d'elle. Je l'ai regardée, je l'ai vraiment regardée,
J'ai vu la force fatiguée sur son visage, la façon dont elle s'était tenue debout dans cette salle de conférence alors qu'elle tremblait. Tu m'as aidé, ai-je dit doucement. Elle a haussé les épaules, mais son regard s'est adouci. J'ai dit la vérité, c'est tout. C'est tout. C'est drôle comme les choses deviennent simples quand on arrête de laisser quelqu'un d'autre les déformer. Voici ce que j'ai appris, et je vais le dire franchement. À notre âge, la vengeance n'est pas une question de gagner un concours de cris. Il ne s'agit pas d'humilier quelqu'un pour le sport. Il s'agit de protéger ce qu'il vous reste, votre nom, votre paix, votre avenir. J'ai passé la plus grande partie de ma vie à penser que si je travaillais dur et que je restais tranquille, les choses s'arrangeraient. Mais le silence n'est pas toujours une force. Parfois, le silence, c'est juste laisser de la place à quelqu'un pour mentir. La vérité, la vraie vérité, appuyée par des dates, des signatures et des reçus, tient mieux la route que n'importe quelle histoire racontée sur les réseaux sociaux. Et s'il y a une chose que j'espère que vous retiendrez de mon histoire, c'est celle-ci, ne laissez jamais quelqu'un d'autre écrire votre histoire. Ni à 30 ans, ni à 56 ans, jamais. Si vous avez déjà eu quelqu'un qui a traîné votre nom dans la boue, j'aimerais savoir comment vous avez géré cela.